Il y a quelques jours, j'ai vendu ma moto sur Le Bon Coin. C'était une Ducati Scrambler Desert Sled et c'était la deuxième fois que je passais par ce site pour vendre une moto à un particulier. Cette vidéo est donc un retour d'expérience pour vous partager ma façon de faire pour vendre en seulement quelques jours. De la rédaction de l'annonce à la remise des clés en passant par le paiement, je vais tout vous expliquer. C'est fini le temps des journaux papier qu'on recevait dans les boîtes aux lettres chaque semaine avec une rubrique de petites annonces. On était limité en nombre de caractères, on ne pouvait pas fournir de photos et surtout c'était payant. La portée de l'annonce était également très limitée géographiquement en général à son département. Avec Internet désormais on peut vendre plus facilement, vendre gratuitement, mettre des photos, rentrer dans les détails de l'annonce et s'adresser à un public plus large mais aussi sécuriser le paiement. Alors oui, il existe plusieurs plateformes, lacentrale.fr par exemple, mais Le Bon Coin reste la référence pour vendre un véhicule. Mon premier conseil est donc de ne pas perdre de temps à mettre votre annonce sur plusieurs sites. Une personne à la recherche d'une moto ira forcément voir sur Le Bon Coin car l'offre est la plus large. Éventuellement, vous pouvez en parler en avant-première sur des forums spécialisés, sur des groupes Facebook ou sur des réseaux sociaux, mais l'impact sera limité et vous aurez plus de curieux que de véritables acheteurs. Alors, quand vous mettez une annonce en ligne pour un véhicule, vous êtes guidé pendant ce processus, vous devez renseigner précisément la marque, le modèle, la cylindrée, la puissance, donc prenez bien le soin de bien renseigner correctement toutes les informations, notamment pour des motos qui sont bridables, car la puissance et le type de permis, permis A ou permis A2, sont des critères de filtre pour les acheteurs. Également, n'oubliez pas de renseigner la catégorie critères, en général critère 1 pour les motos récentes, avec les ZFE, avoir un véhicule autorisé est donc un avantage pour la vente. En tant que vendeur, soyez donc précis dans les caractéristiques et en tant qu'acheteur, fuyez les annonces postées par des vendeurs qui sont soit paresseux, soit ignorants sur leur propre véhicule. Mais au-delà du titre de l'annonce et des caractéristiques techniques qu'on a en tête de l'annonce, le point le plus important c'est celui du corps de l'annonce. Ici, vous pouvez rentrer dans les détails, mais rester factuel. Indiquez si vous êtes le premier propriétaire ou sinon combien il y a eu de propriétaires avant vous. D'ailleurs, il y a un site officiel, Histovec, qui permet de fournir un lien à un acheteur pour qu'il puisse vérifier cet historique. Alors, comme les liens sont bloqués dans l'annonce, vous devrez fournir notamment un QR code via la messagerie quand vous aurez un contact. Détaillez également l'entretien qui a été réalisé les 12 derniers mois et celui à venir dans les mois qui suivront la vente. L'acheteur va déjà devoir payer la carte grise et une assurance, donc il ne sera pas forcément ravi de refaire un entretien tout de suite après la vente. Mentionnez l'état des consommables, les pneus, les plaquettes de frein, la batterie. Précisez également l'équipement optionnel qui a été installé en indiquant précisément la marque et les références. N'essayez pas de faire passer des accessoires chinois type AliExpress pour des pièces de qualité. Au contraire, même, ce serait préférable de les enlever. Enfin, n'essayez pas de faire de l'humour ou de raconter une histoire. Soyez précis, un petit peu froid. Certes, si vous faites de l'humour, vous risquez de faire le tour d'Internet, mais vous ne trouverez pas d'acheteurs pour autant. Enfin, la stratégie qui vise à en dire le moins possible pour forcer les acheteurs à vous contacter et à risquer. Moi, clairement, en tant qu'acheteur, je suis contre. Si une personne n'est pas capable de décrire précisément son véhicule, c'est qu'elle n'a pas envie de vendre. Alors oui, si vous mettez le plus d'informations possible, vous allez peut-être perdre quelques acheteurs potentiels, car certains points seront rédhibitoires pour eux, mais vous ne serez contacté que par ceux qui sont réellement intéressés suite à la lecture de votre annonce. Alors sur Le Bon Coin, un particulier est limité à 3 photos. Mon conseil est donc de prendre la moto de chaque côté, soit 2 photos. Et pour la 3e photo, vous pouvez faire une mosaïque en rassemblant plusieurs photos, par exemple pour faire un focus sur des accessoires, sur des défauts, une photo du compteur avec le kilométrage par exemple, ou toutes les factures. Mais dans tous les cas, prenez un maximum de photos et quand un acheteur vous contactera, vous pourrez lui envoyer toutes les photos supplémentaires. Inutile donc de payer pour mettre plus de photos. Un acheteur qui est intéressé vous contactera même s'il ne voit initialement que 3 photos dans l'annonce. Bien sûr, ça va paraître évident, mais il faut que la moto soit propre et que le décor soit neutre. J'ai déjà vu des photos avec des motos pleines de boue ou devant des poubelles ou mal cadrées. Éventuellement, vous pouvez prendre des photos à la station de lavage, mais attendez que la moto soit sèche. Alors, il existe des options sur Le Bon Coin quand on met en ligne son annonce, mais je vous déconseille de les prendre. Notamment, il y a la mention urgent à 5,90 € qui
est à mon avis clairement à proscrire, car si vous montrez que vous êtes pressé, les acheteurs vont en profiter pour vous faire baisser le prix. Et cette mention finalement ne sert qu'à filtrer les annonces pour n'afficher que les annonces indiquées comme urgentes. À 25 € pour 7 jours ou 85 € pour 30 jours, vous avez également l'option à la une qui là permet de mettre votre annonce en tête de liste, quel que soit le tri appliqué par l'acheteur. Alors c'est une option qui est quand même assez chère. Mon conseil est donc d'essayer de mettre en ligne votre annonce sans cette option. Et si après quelques jours ou une semaine vous n'avez vraiment aucune touche, vous pouvez éventuellement prendre l'option pour 7 jours. Après tout, s'y mettre 25 € permet de vendre un véhicule de plusieurs milliers d'euros. Pourquoi pas? Mais en général, si vous n'arrivez pas à vendre votre moto, c'est pas à cause d'une option qui manque, mais probablement parce que le prix est totalement déconnecté du marché. Quand on veut vendre, en général, on souhaite aller vite, on souhaite tourner la page et probablement acheter quelque chose d'autre. Donc, première alerte en tant qu'acheteur, si vous voyez la même annonce qui est remise en ligne depuis des mois, c'est qu'il y a probablement un problème, soit sur la mécanique, soit sur le prix, soit sur l'attitude du vendeur. Alors bien sûr, pour estimer le prix de vente, il faut prendre en compte plusieurs critères. Le coût en neuf, l'état général, la décote en fonction de l'âge et du kilométrage, mais aussi l'offre, la demande et la période. La moto est une activité très saisonnière. Vendre à la fin du printemps ou au début de l'été est clairement la meilleure période, quitte à retarder la mise en vente de quelques mois. J'avais acheté cette Desert Sled en mars, mais j'avais attendu le mois de juin pour vendre mon ancienne Honda afin de ne pas la brader à une période moins favorable. Alors oui, dans ce cas de figure, ça vous impose d'avoir le budget pour garder 2 motos et donc payer 2 assurances. L'estimation du prix de vente, c'est toujours un point délicat et j'espère peut-être vous choquer avec l'affirmation suivante. Tout ce que vous voyez en ligne correspond à des véhicules qui ne se vendent pas. Toutes les annonces sont des invendus. Il ne faut donc pas s'aligner sur ces prix, mais bien être en dessous. Même si, attention, un prix trop bas peut être le signe d'une arnaque. Alors dans mon cas, la moto avait 5 ans, soit une décote autour de 50%, soit 6 000 € sur les 12 000 € facturés en neuf. Elle avait 40 000 km, mais la moyenne française tournant plutôt autour de 4 000 km par an, il y avait un écart de 20 000 km avec les autres annonces. Alors comme tout le monde, j'ai regardé ceux qui étaient en vente. J'avais vu une moto plus ancienne, de 2017, plus kilométrée, plus de 50 000 km, et sans aucun équipement d'origine supplémentaire. Objectivement, la mienne était supérieure à tous les niveaux. Alors cette moto était vendue 5 800 €, ma première estimation de 6 000 € était donc cohérente. Sauf que si je voulais vendre vite et bien, je devais me positionner au même prix, tout en proposant plus. J'ai donc mis en ligne cette annonce avant de la retirer au bout de quelques jours car j'avais fait une erreur sur le contrôle technique. Alors oui, il y a un délai jusqu'en 2025 pour faire le premier contrôle technique d'une moto de plus de 5 ans, mais en cas de vente à un particulier, il faut un contrôle technique de moins de 6 mois et ce délai jusqu'en 2025 ne s'applique pas. J'ai donc décidé de remettre la moto d'origine, d'enlever les pare-mains avec les clignotants Barkbuster, de mettre en vente tous ces accessoires au détail, ce qui m'a permis de baisser le prix à 5 600 €, donc c'était clairement la moins chère du Bon Coin. Et comme il y avait une révision annuelle qui allait arriver dans 2 mois et que le contrôle technique indiquait de changer les plaquettes de frein à l'avant, j'ai accepté une négociation à 5 500 €. Le temps d'un week-end, j'avais donc trouvé le bon acheteur à un prix qui me convenait. Alors comme l'acheteur n'était pas disponible tout de suite pour récupérer le véhicule, la vente ne s'est faite que 2 semaines plus tard, mais pendant ces 2 semaines, j'ai laissé l'annonce en ligne pour montrer le prix de cette moto qui, encore une fois, était la moins chère du Bon Coin et qui pouvait servir d'exemple pour les autres vendeurs. Même si effectivement les autres vendeurs, notamment les particuliers, ils s'obstinaient à mettre en vente des motos équivalentes entre 7 et 8 000 €. La mienne s'est vendue alors que les leurs sont toujours en vente au moment où je tourne cette vidéo. Mais une vente, ce n'est pas qu'un prix, c'est aussi du temps à passer et le temps, c'est de l'argent. Mon conseil serait donc de directement baisser le prix de base de quelques centaines d'euros pour provoquer une vente rapide. Cela vous fera économiser du temps à répondre à des sollicitations ou à toujours refuser des offres que vous estimez trop basses. Le paiement, c'est sûrement l'étape la plus délicate tant pour le vendeur que pour l'acheteur. Certains ne veulent payer qu'en cash, mais la liasse de billets peut être volumineuse et il y a un risque de faux billets. Également, qui a une telle somme d'argent disponible en billets, car s'il faut retirer spécialement pour la vente, il peut y avoir des plafonds quotidiens qui vous imposent de collecter la somme sur plusieurs jours. À l'époque de la vente de ma Honda CB650F, le prix était de 4 100 €. J'avais demandé 100 € cash à la réservation et lors de la remise des clés,
L'acheteur m'avait donné 4000 €, donc 80 billets de 50 €. J'avais déposé tous ces billets dans un automate de ma banque qui permettait de les trier et de vérifier leur authenticité. Mais finalement, s'il faut retirer des billets neufs pour les donner en main propre à un vendeur, pourquoi ne pas faire un virement? Avec les SEPA instantanés, c'est désormais très pratique. Mais là encore, il peut y avoir des plafonds quotidiens. En général, pour les banques françaises, le SEPA instantané est limité à 5000 € par jour. Pour ma Desert Sled qui était à 5500 €, j'aurais par exemple pu proposer un premier virement de 500 € à la réservation et le reste des 5000 € le jour de la remise des clés. Mais attention, il peut aussi y avoir un délai quand vous ajoutez un nouveau bénéficiaire sur votre compte. Vous ne pouvez pas forcément faire un gros virement tout de suite, donc ça demande un petit peu d'anticipation. Un autre moyen de paiement est le chèque de banque. C'est-à-dire que c'est un chèque qui est émis par l'établissement bancaire de l'acheteur au nom du vendeur. Et j'ai l'impression qu'une majorité de vendeurs exigent ce mode de paiement et n'exigent que ce mode de paiement. C'est pourtant pour moi le pire moyen de paiement et le plus sujet à l'arnaque. Alors bien sûr, on va vous conseiller d'appeler la banque émettrice aux heures d'ouverture, en semaine, et de ne pas appeler le numéro qui est sur le chèque, mais bien de le chercher par soi-même. Mais quelle banque aujourd'hui a un numéro direct? Tout passe par des centres d'appel, surtout avec les banques en ligne, et si vous n'êtes pas client de cette banque, ça va être très difficile de pouvoir joindre le service client. En fait, l'arnaque la plus courante est que le chèque de banque que l'on va vous remettre est bien un chèque émis par une banque. Donc le centre d'appel avec les numéros va confirmer que le chèque est bien authentique, qu'il a bien été émis par ces services. Mais en fait, ce chèque, il aura été obtenu par ruse, par l'acheteur qui aura mis en ligne une fausse annonce du même montant et qui aura donné votre nom à sa propre victime. Alors le scénario est assez complexe, donc je vous invite à lire tout un tas d'articles à ce sujet sur internet pour bien comprendre l'arnaque, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a des moyens de paiement bien plus simples et plus sécurisés que le chèque de banque. En fait, sur Le Bon Coin, il y a le service du paiement sécurisé. Le site va jouer le rôle de tiers de confiance, et pour ceux que ça parle, c'est l'ancêtre de Paycar qui a été racheté par Le Bon Coin en 2019. Alors les étapes sont les suivantes. L'acheteur reçoit un IBAN dédié spécifiquement à la vente. Il peut donc créditer le montant de l'annonce en une ou plusieurs fois. Une fois que la totalité des fonds sont versés par l'acheteur, il y a une vérification d'identité des deux côtés par la plateforme. L'acheteur et le vendeur peuvent alors se rencontrer pour finaliser la transaction. En face à face, l'acheteur va débloquer les fonds, donc la totalité ou une partie des fonds, ce qui permet une ultime négociation devant la moto si jamais il y avait certains défauts qui n'avaient pas été évoqués avant la remise des clés. Dans tous les cas, l'acheteur peut se rétracter, peut annuler sa promesse d'achat et récupérer l'intégralité des fonds. Alors c'est un service qui est facturé autour de 20 € à l'acheteur, hors période promotionnelle. Ce paiement sécurisé proposé par Le Bon Coin est donc sûr pour le vendeur, car vous ne donnez ni votre IBAN ni votre pièce d'identité à l'acheteur, et du côté de l'acheteur également, il ne verse pas les fonds sur le compte du vendeur, mais sur un IBAN dédié à la vente, et la possibilité de se rétracter à tout moment. Pourquoi donc s'embêter avec une liasse de billets, un chèque de banque ou les plafonds d'un SEPA instantané alors qu'il existe une méthode simple et sécurisée? Alors oui, il y a un coût, 20 €, mais c'est négligeable par rapport au prix d'une transaction que vous aurez réalisée avec un professionnel et qui est considérée comme la plus sûre par rapport à une vente entre particuliers. Alors lors d'un échange avec un acheteur potentiel, il me disait qu'il ne comprenait pas pourquoi je voulais passer avec le paiement sécurisé, il n'était pas à l'aise avec Le Bon Coin. Je lui ai tout simplement demandé, mais si vous n'êtes pas à l'aise avec Le Bon Coin, pourquoi vous vous êtes inscrit sur cette plateforme? Il a alors stoppé la discussion en disant que je n'étais pas du tout aimable. Alors clairement, je ne regrette rien, c'est pas le genre de personne qui aurait acheté ma moto. C'est justement l'objet de la dernière partie. Comment faire confiance à un acheteur ou à un vendeur? Il faut soigner sa réputation. Une personne qui vient de s'inscrire sur le site et qui n'a aucun avis doit être un premier signe d'alerte, tant côté vendeur qu'acheteur. Sur Le Bon Coin me concernant, j'ai un profil de plus de 10 ans, plus de 100 évaluations 5 étoiles. Mon profil inspire confiance. Mais si vous inscrivez sur le site pour la toute première fois afin de vendre un véhicule, il serait préférable de commencer par vendre quelques objets du quotidien pour avoir des évaluations positives et montrer que vous savez conclure des ventes et gérer le paiement entre particuliers. Quand un acheteur vous contacte, allez regarder son profil et ses éventuelles annonces. Si les dernières évaluations datent de plusieurs années, ou s'il indique une localisation et que ces objets sont en vente à l'autre bout de la France, cela ne coûte rien de demander quelques explications. Par exemple, ça peut être le cas d'un étudiant ou d'une personne qui vient de déménager, donc il ne faut pas forcément voir l'arnaque
partout, mais il faut quand même faire une petite étude. À l'inverse, l'acheteur, lui, va vous demander pourquoi vous vendez votre moto. Alors, soyez rassurant, mais dites la vérité, ne racontez pas n'importe quoi. Si vous la vendez car vous n'avez pas le budget pour réaliser l'entretien, et pour une Ducati Scrambler, on comprend facilement pourquoi tout le monde veut les vendre avant les 24 000 km, indiquez factuellement à l'acheteur le coût des entretiens à prévoir sur l'année. Si vous cachez des informations, vous allez prendre le risque que l'acheteur se désiste ou négocie davantage le prix. Également, il est probable qu'un acheteur vous contacte avec 2 comptes différents ou qu'il demande à un ami de poser les mêmes questions afin de recouper les informations. Alors de mon côté, avant même la mise en vente, j'avais préparé une liste de réponses pour détailler la raison de la vente, les derniers entretiens, les options montées et indiquer l'état général. Mais comme mon annonce était assez complète, j'ai pas eu besoin d'éclaircir tous les points, mais ça me permettait d'être très réactif pour répondre tout de suite à un acheteur avec des réponses très complètes. Même si quelqu'un vous fait une proposition indécente avec un prix très bas, répondez-lui, car notamment sur votre profil, vous avez le taux de réponse et le délai de réponse, et personne n'a envie d'engager la discussion si vous voyez que le taux de réponse n'est que de 50% et que la personne met 3 jours à répondre. Donc un autre conseil, c'est vraiment répondez à tout le monde et répondez vite. Maintenant que vous avez un acheteur, que vous le pensez sérieux, que vous êtes mis d'accord sur un mode de paiement, donc de préférence le paiement sécurisé, vous allez donc pouvoir finaliser la vente avec la remise des clés. Alors cela peut être fait chez vous ou à proximité. En fait, il y a une nouvelle application officielle, Simplimat, où tout est dématérialisé. Vous n'avez pas besoin d'imprimante ni de documents à signer. Dans l'ordre, les étapes d'une vente sont les suivantes. Vous allez montrer le véhicule et tous les documents que vous avez en votre possession, donc notamment les factures et le contrôle technique. L'acheteur va réaliser le paiement. Ensuite, vous allez vous connecter à l'application Simplimat. Le vendeur commence la transaction, ça va générer un QR code et l'acheteur va scanner ce QR code pour terminer la procédure sur son smartphone. Ensuite, vous pouvez barrer la carte grise, mettre la date et l'heure et remettre les clés. Dans un délai d'1 mois, l'acheteur va devoir finaliser la session pour obtenir une nouvelle carte grise à son nom. Et côté acheteur, vous allez pouvoir résilier votre assurance. Et vraiment, cet ordre que je viens de vous expliquer est très important car s'il y a un bug technique dans une des étapes, vous ne pourrez pas continuer. Si le paiement Le Bon Coin plante, vous n'allez pas pouvoir faire la transaction. Si la transaction sur Simplimat plante, vous n'allez pas pouvoir barrer la carte grise. Il faut donc bien garder ces étapes dans cet ordre-là. Pour finir, j'ai quelques points à vous indiquer, à garder en tête lors de la vente ou l'achat d'un véhicule entre particuliers. Alors ça reste très subjectif, c'est mon point de vue, vous êtes libre ou non de les appliquer. Et attention, ce n'est pas une checklist technique pour juger de l'état du véhicule lors de la vente, notamment le contrôle technique est là pour ça, mais d'une liste de points à vérifier pour tester la confiance et le sérieux d'un vendeur ou d'un acheteur. Donc je vous mets quelques points à l'écran, mais vous avez l'ensemble de cette vidéo par écrit sur le blog mesbalades.fr. Et voilà la recette du succès d'une vente réussie sur Le Bon Coin. Et vous, quelle est votre stratégie pour vendre ou acheter? Est-ce que vous êtes plus rassuré de passer par un professionnel quitte à payer plus cher? N'hésitez pas à partager vos anecdotes dans les commentaires.